Et on enchaîne vers le SmackDown du 19 avril 2024. Un match qui est ouvert avec une promo. En fait, non, qui est ouvert avec un match. Et en fait, c'est les entrées des gens durant la journée qui sont arrivées. Ouais. Mais par la suite, on commence avec le match. C'était le match par équipe, hein? C'est ça? Non, c'était pas le match par équipe. C'était... Non, c'est AJ contre LA Knight. Ouais, c'est le match pour Ça ouvre, c'est aspirant numéro 1. C'est que ça là dans le Google Doc qu'on a en des yeux, c'est que t'es en train de lire mes notes. Et ma note, c'est que je suis content parce qu'on commence avec un match, mais le match était Il était court. Moi, je trouvais court. Ouais. Surtout pour un 2 tu sais, c'est comme le deuxième affrontement, AJ et LA Knight. Et le niveau d'intensité n'était pas à un niveau d'un deuxième affrontement. Moi, je trouve ça tôt après un pay-per-view pour les faire lutter un contre l'autre. Mais moi, ça me dérange pas parce que j'aime la manière qu'ils l'ont fait, de nous le faire à travers les deux ont gagné pour leur chance pour l'aspirant. Okay. Mais j'aurais, au lieu de donner, pour vrai, ça a dû durer, je sais même pas si ça a duré 10 minutes. C'était très cool, là. C'est expéditif, et AJ qui remporte ça relativement facilement aussi. Il contrôle le match littéralement, là, comme AJ, là, un des meilleurs au monde, là, comme ever, là, comme dans le ring, il est crissement bon. Que, mais j'ai trouvé ça dommage pour la cause ça, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un chapitre 3, puis là, le chapitre 2, j'ai comme ça fait... C'est un petit peu bizarre, le chapitre 2. On sent... Tu sais, peut-être t'aurais pu faire ce match-là dans le main event, puis donner un peu plus d'importance que en ouverture, puis donner 10 minutes. Mais bref, c'est ça. Ensuite, on a eu Solo, et là, tout l'arc autour de Solo. Ça, c'était super bien fait. Moi, c'est l'histoire qui, en ce moment, me passionne le plus au niveau de la lutte. J'adore cette histoire-là parce que l'histoire que le Bloodline nous raconte, puis ça, c'est l'entrée, c'est le Solo qui arrive, là. C'est après le match. Solo arrive en char, mais il y a un soute, là. Il y a de l'air du chef de la mafia. Ouais. Puis l'histoire que le Bloodline est racontée, puis je viens de réaliser ça. J'ai réalisé ça cette semaine. L'histoire de la Bloodline est racontée au travers des yeux de Paul Heyman. Ouais. Toujours. C'est super le fun que ça soit ça. Vraiment, vraiment intriguant, vraiment intéressant de voir où ça s'en va. Comme gros travail là-dessus, là. C'est vraiment bon. Ouais. Puis Solo, câlisse qui est bon. Ouais. Puis ce qu'on veut dire par là, c'est que on suit pas Solo quand il est tout seul dans sa limousine. Solo arrive quand Heyman est là et on suit tout le temps Heyman. C'est Heyman qui est tout le temps le point central de cette histoire-là, qui est un peu le narrateur de cette histoire-là. Fait que c'est super bien fait. Moi, je suis vraiment d'accord. Au niveau de l'écriture, là, c'est écœurant. C'est vraiment de la bonne écriture qui se fait. Et là, justement, Solo qui est comme le nouveau membre du Bloodline, Tamatonga, là, Paul Heyman qui est comme mais là, c'est pas ça que le Tribal Chief. Ouais, mais non, le Tribal Chief fait ce qu'il veut. Ça, l'attention, Heyman qui fait un face turn, mais un face turn d'empathie, de sympathie face au public. On est comme, non, il est victime dans tout ça, même si c'est le Bloodline, tu sais. Là, il demande c'est tellement bon. KO. Mais pourquoi? Pourquoi KO là? Ben, c'est parce que KO, c'est ça, la semaine dernière, lui, il est rentré dans la loge de Cody Rhodes. Ah oui, c'est vrai. Okay. Ben, c'est pour ça, quand je vais voir KO, là, lui, c'est ça, c'est comme un petit truc, mais là, il est pas là. Fait que là, ok, va le chercher, trouve-le pour Heyman. Et là, pour Heyman, tout le long, ne le trouve pas. Finalement, bon, faut aller faire l'entrée. Et là, la deuxième entrée, si on veut, de Solo, qui est encore un beau one take, qui est super bien fait. C'était écœurant, ça et tout. On suit Solo qui rentre vers le ring. Fait un peu le... Tamatonga est pas là, on sait pas trop il est où, mais il est pas là, il accompagne pas. Et là c'est là qu'on voit que la foule embarque aussi dans l'histoire parce que on entend des We Want Roman. Tabarouette, c'est We Want Roman à semaine 2 de cette histoire-là. On comprend ça s'en va où, c'est clair, puis on crée le momentum qu'on le veut. Roman Reigns. Et là, mais je sais pas, mais tabarouette, ça va être bon, ça va être bon. Est-ce qu'on va voir Roman avec ses cousins, Jay et Jimmy et Sami d'un côté contre Solo, Tamatonga, Jacob Fatu puis peut-être Tangaloa? Est-ce que ça va être ça? Aucune idée ça va être quoi, man, mais c'est bon, c'est bon. Ce qui est raconté, c'est très bon. Fait que bref, le Solo joue bien avec ça aussi, avec la foule. Et là, un peu au milieu de ce moment-là où, tu sais, Heyman vend qui ok, j'ai peur, mais j'ai pas le choix un peu. Ouais. T'as KO qui est pitché dans la rampe par Tamatonga qui arrive. Et là, KO plein de sang. Tout de ton côté, tu dis Blade Job?
C'est le 3e Blade Job qu'on voit? Ou 2e qu'on voit en 3 semaines? Moi, de mon côté, je pense que c'est faussant. Ok. Je pense que c'est faussant parce que ça arrive de l'extérieur. On voit de la couleur. On voit de la couleur, mais tu sais, en tout cas, vous me direz ce que vous pensez, Blade Job ou faussant, mais il est magané, et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent à la WWE, qu'on voyait pas avant, que maintenant, clairement, on envoie du sang, puis lorsqu'on envoie, c'est pour que ça ait un impact. Fait que KO qui arrive tout pété, plein de sang, se fait frapper par Tamatonga. Tamatonga rentre, on salue le... Tu sais, on acknowledge le nouveau Tribal Chief, de ce qu'on comprend, on sait pas trop de solo. Heyman qui le fait, mais un peu par dépit, ok, on le fait. Capote, c'était pas prévu tout ça. Retourne, là, évidemment, KO essaie de vendre, revient un peu en force, le frappe, la sécurité arrive, sépare tout le monde. Mais KO finit par se faire péter la gueule, encore une fois, on stage. On va à l'extérieur, et là, la fin un peu de ce segment-là, après la pause, c'est Nick Aldis qui est à l'extérieur, puis qui pogne Paul Heyman, puis qui est pas content, Nick Aldis. Pourquoi il est pas content? Ben, il y a un accident d'auto. Ben oui, dans le parking. Dans le parking, là, il est comme... des deux chars qui sont rentrés dedans, de la fumée. Ouais. Ben, clairement, un des chars est rentré dans l'autre char. Oui, oui. Et là, c'est peut-être d'où vient le sang de exactement, puis là, on comprend que c'est là que ça arrive. C'est des chars loués, tout ça. C'est nos assurances qui vont devoir payer pour ça, qui est un peu en tabarnak. Ouais. Puis, qui parle à Paul Heyman. Puis, parce qu'il va y avoir des conséquences à ça. Il va y avoir des conséquences. Puis, Aldis qui dit perdre, c'est pas juste ça qui apporte des conséquences, qui est un callback. À Paul la semaine d'avant. Et où est-ce que Paul aussi que Solo disait plutôt. Ben ouais, c'est ça ce que Paul disait, que Solo a dit, que Aldis vient de dire, c'est bien fait, là. C'est bon. C'est vraiment bien fait. On comprend pourquoi il y avait plein de scènes en face de ce côté-là. Ouais. À KO, tout est raconté. Tu sais, ils nous donnent toutes les clés pour qu'on comprenne. Parce que des fois, ils nous font pas tout le temps. Mettons ce qu'on n'a pas fait avec la promo de The Rock où ils donnent un cadeau puis qu'après, ils nous laissent dans le vide un peu puis ça reviendra un jour. On n'a pas reparlé depuis en plus. Là. Ah, puis on va en reparler dans longtemps si on en reparle. Ouais, mais là, ils nous ont toutes donné les clés pour qu'on comprenne tout ce qui s'est passé, la séquence d'événements, même si on sont pas arrivés de manière chronologique. Ils nous les ont tous présentés. On a pu se faire une histoire dans notre tête, comprendre. Puis là, faire comme, oh shit, pour Heyman, il y a des monstres à gérer en ce moment. Là. Il y a des gens qui sont pas contrôlables, puis comment il va avoir les contrôler, puis là t'as le draft qui arrive, fait que là, Aldis, ça sonnait on va pas vous drafter, là. On va pas vous drafter si vous agissez de même, là. Puis moi, j'aimerais voir, en tout cas, je sais pas si ça s'enligne vers où, mais t'imagines que la Bloodline n'est pas draftée? Que c'est ça la storyline qu'il y a durant le draft? Que la Bloodline n'est pas draftée parce que tout le monde a peur de ce que la Bloodline peut faire, fait qu'ils tombent sans contrat, ils n'ont plus le droit de se présenter au show, et là, Solo, parce qu'il est fâché, vient pis pète du monde dans le parking pis des affaires de même. Je sais pas si on s'en va vers où, mais... séparément, un peu partout, mais comme qu'ils réussissent à... Ils contrôlent le show complet. Ouais. Mais ça amène encore une storyline dans le draft qui arrive la semaine d'après, qui me donne le goût d'écouter ce show-là, ce que l'autre côté, on fait jamais. On me donne jamais le goût, à travers tes histoires, d'écouter la semaine suivante. Mais là, on n'a pas d'histoire. Il y en a trop peu. Ensuite, ça c'est au niveau des promos, fait que des super bonnes promos. Au niveau des matchs, on a eu le match à 4 dans l'équipe. T'as une séquence que t'as bien aimé, toi, Montez Ford et Tyler Bate. Une séquence entre Montez Ford et Tyler Bate dans le tag team, dans le 4-way. Je saurais même pas comment l'expliquer, puis j'ai aucune idée, mais c'est juste que j'ai trouvé la fluidité entre Montez Ford et Tyler Bate, qui sont dans mes deux top, les deux, je les aime beaucoup. J'ai trouvé une fluidité tellement naturelle que j'ai fait comme... Comme il y a un bout où Tyler Bate place les mains de Montez entre ses jambes, il flippe un peu comme tu flippes une crêpe, parce qu'il flippe envoyé par là, mais c'est tellement bien fait, je fais comme ok, mais c'est deux. C'est très technique. Très très technique. Tu sais, comme c'était pas quick, mais c'était bon. Puis là je fais comme ok, mais ces deux-là, un mané dans une couple d'années, s'ils partent en solo comme lutteur, une feud entre les deux, on sait que ça va être bon, peu importe. Ouais. L'histoire peut-être pas, mais la lutte qu'ils vont nous donner va être fucking incroyable. Puis c'est pour ça que ça m'a attiré l'œil, cette petite séquence-là. Le match comme tel, correct, c'est le fun. J'ai bien aimé une des séquences où Lucas Republic saute en même temps pendant que Montez Ford saute par-dessus le turnbuckle pour rentrer.
c'est vers la fin. C'est une belle petite séquence. Ouais. Une victoire, moi, un petit peu surprenant. C'était entre New Catch puis Street Profit. C'est Street Profit qui a eu la victoire. On s'enligne vers Street Profit contre le A Down Down Under. Fait que on va voir. Et finalement, le main event de ce match-là, Bayley et Naomi. Bon match, bon rythme entre les deux. Naomi, on disait que. Excusez, on disait que Naomi, elle était un peu moins là de ce temps-là. Moi, j'ai trouvé qu'elle a montré une très belle performance. Elle a suivi. Un bon match. Puis, je trouve que c'est une belle vitrine, c'est un bel exemple de ce que le règne de Bayley va être, ou peut être, ou doit être plutôt. C'est des matchs comme ça qu'on doit voir. Bayley doit lutter, elle doit défendre sa ceinture. C'est une underdog, mais qui a été le pogné. Puis je trouve que ça le représente très bien avec Naomi, de faire comme, tu sais, un bon rythme, un bon work rate, puis ça marchait. Un bon match pour finir ce SmackDown-là. Ouais, et comme un peu Pierre-Paul Heyman a fait, je pense qu'il y avait quelque chose, parce que on a eu dans les loges, d'un côté Damage Control, et la loge tout de suite à côté. Je sais pas pourquoi, vous achetez des loges une à côté de l'autre, mais on a mis Jade Cargill ainsi que Bianca Belair. Fait que ça s'enligne vers une feud entre les deux, qui était comme... qui se construisait en même temps que le match se faisait dans le ring. Bref, et j'ai bien aimé aussi le costume de Naomi en glow, mais version Tetris. En tout cas, je pense que c'est Tetris. Sinon, j'ai pas remarqué. Vieux logo d'énergie, sinon, mais moi je pense que c'est plus Tetris. Okay. Et à la fin du match, une intervention qui vient mettre fin à ce match-là. Tiffany Stratton, qui est pas contente d'avoir perdu contre Naomi la semaine d'avant, et qui vient intervenir dans ce match-là, qui vient faire le Most Beautiful Moonsault Ever aux deux. Et est-ce qu'on s'enligne vers un Triple Threat à Backlash? Peut-être. On va le savoir la semaine prochaine. Ouais. Mais clairement, Tiffany Stratton n'a pas dit son dernier mot, et c'était Tiffy Time pour vrai. Et ça termine le SmackDown.